Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans cette toute première vidéo de la chaîne en 2016 et je vous souhaite bien évidemment le meilleur pour cette nouvelle année et surtout je prie pour que celle-ci ne soit pas autant chargée en actualité funeste que ne l'a été l'année 2015. Parce que je sais pas vous mais moi, les tensions communautaires, les conflits internationaux, les bruits de rafales de Kalachnikov, tout ça je commence vraiment à en avoir plein le cul et j'avais envie, comme tous les ans, et je sais qu'on aime bien se moquer des tops etc, mais ça fait du bien de se faire une petite parenthèse de bonheur et qu'on revienne ensemble sur les films qui m'ont fait vibrer pendant cette année 2015. Parce que c'est ça une chaîne de cinéma, c'est partager sa passion, et il n'y a rien de plus jouissif pour un vidéaste que de revenir sur ce qu'il a aimé. J'espère donc que ce petit top 7 des meilleurs films de 2015 vous plaira. Et là je vous vois déjà venir, comment ça un top 7? Soit tu fais un top 5, soit tu fais un top 10, tu vas pas commencer à mixer les deux. Je m'étais dit comme tous les ans que j'allais faire un petit top 5, sauf que en dressant la liste dont j'allais me servir pour établir ce classement, je me suis rendu compte que j'avais vraiment aimé plus que seulement 5 films cette année. Et du coup je me suis dit tu vas faire un top 10, sauf que je n'avais pas 10 films à récompenser. C'est-à-dire que des films que j'ai aimés cette année, il y en a pas mal, je veux dire Vice Versa, It Follows, Les Nouveaux Sauvages, tout ça c'est des films que j'ai bien aimés, mais je ne me voyais pas dire ça fait partie des meilleurs films de l'année. Et donc du coup j'ai coupé la poire en deux, j'ai fait un top 7. Bien évidemment, vous le savez, comme chaque année, un top c'est extrêmement difficile à réaliser, c'est basé sur les films que personnellement j'ai vus et que personnellement j'ai aimé, donc ce sont donc mes meilleurs films de 2015. Je ne me vois pas arriver et dire ça c'est le meilleur film de 2015 et tu fermes ta gueule. Bien évidemment, tout cela reste subjectif et je vous invite chaleureusement à mettre votre propre top en commentaire, c'est toujours intéressant de voir l'avis des autres. Nous sommes donc partis pour mes 7 films préférés de l'année 2015. Numéro 7, The Lobster de Yorgos Lanthimos. Film que j'avais évoqué dans ma vidéo Cuvée Canoise, dans laquelle je parlais également du film Le Fils de Saul de Laszlo Nemes, qui n'est pas dans ce top. Vous le savez si vous avez vu la vidéo originale, The Lobster c'est un film que j'ai énormément aimé, mais également auquel j'ai reconnu des défauts, notamment son rythme qui est à mon sens un petit peu trop long. Mais en y repensant, l'empreinte que celui-ci a laissée sur moi est tellement intense qu'il était tout simplement impensable pour moi de ne pas le mettre dans ce top. The Lobster est un film d'auteur grec qui dépeint une société dans laquelle tous les célibataires sont enfermés dans un hôtel pendant 45 jours et si jamais ceux-ci ne trouvent pas l'amour à la fin de leur séjour, ils seront transformés en animal de leur choix. Vous l'aurez donc compris, le sujet principal du film, comme toujours chez Yorgos Lanthimos, ce sont les relations humaines traitées dans un contexte fantasmé. Le réalisateur, un tout petit peu dépressif si vous voulez mon avis, nous parle donc ici d'amour, mais d'une façon qui est en totale contradiction avec la façon habituelle qu'a le cinéma de le faire. The Lobster est un film extrêmement froid, extrêmement dur dans son propos, qui a une atmosphère extrêmement oppressante et empreint d'une poésie indescriptible que je tenterais de qualifier comme froide ou bien chirurgicale. Chaque plan de ce film est tellement précis, tellement cadré, tellement réfléchi, que je ne vois pas d'autre façon de qualifier Yorgos Lanthimos que comme un peintre. The Lobster, c'est un film d'une violence sourde, c'est un film qui prend au trip tout en vous émerveillant, qui va sans doute vous laisser sur votre faim, mais c'est normal, c'est le propos, c'est l'idée d'intellectualiser tellement l'amour qu'il en perd toute sa magie. Et putain, ce film est fort, il laisse quelque chose en vous à la fin. Et les films comme ça, ça court pas les rues. Par contre, je dois vous mettre en garde, The Lobster reste un film d'auteur, mais genre auteur de ouf. Donc si vous vous sentez pas prêt à voir ce genre de film, il n'y a aucun problème, je peux le comprendre, c'est pas du cinéma pour tout le monde. Attendez, mais sinon, foncez, c'est génial. Numéro 6, Ex Machina. Alors je ne vais pas faire preuve d'une grande originalité puisqu'il se trouve que ce film se retrouve dans le top de beaucoup de vidéastes internet, mais j'en ai rien à foutre. Ex Machina est un film qui raconte les relations de 3 personnages, le tout à huis clos, un programmeur qui bosse pour une firme internet multinationale, le patron de cette même firme internet multinationale, et la création sur laquelle celui-ci travaille en secret, Ava, une intelligence artificielle. Je ne vais pas tourner autour du pot, j'ai adoré le film Ex Machina, et pourtant il est vrai que c'est une non-révolution dans le paysage de la science-fiction. D'un point de vue thématique, le film est extrêmement classique et est complètement dans la lignée de ce qu'ont amené les grands films de science-fiction qui traitent de l'intelligence artificielle. Et pourtant il y a quelque chose qui fait que ce Ex Machina est l'un des meilleurs films de l'année à mes yeux, c'est son élégance. Je sais que élégant est un mot assez étrange pour parler d'un film, mais vraiment, c'est la façon dont je vois Ex Machina. J'entends par là que l'écriture, la réalisation, la lumière, la musique, tout cela est à la fois sombre et extrêmement maniéré, et ça donne au film une ambiance qui est à la fois froide et éthérée. Et cette ambiance, elle souligne à merveille un scénario qui est super prenant et surtout extrêmement bien amené.
D'un point de vue de la qualité de l'écriture, Ex Machina est sans doute l'un des films les mieux écrits que j'ai pu voir cette année. Lorsque j'avais regardé l'après-séance du Fossoyeur de film sur Ex Machina à l'époque, il avait utilisé une expression que j'avais trouvée assez particulière pour désigner le film. Il avait dit que Ex Machina était un film de littéraire. Et maintenant que j'ai vu le film, je ne peux qu'être d'accord à 100% avec cette façon de décrire le film. Parce que ce film amène extrêmement bien ses enjeux, développe superbement la relation entre ces personnages et distille au fil des scènes et des conversations un suspense de plus en plus oppressant. La science-fiction à petit budget est l'un des genres cinématographiques qui permet le plus d'envoyer des uppercuts dans la gueule du spectateur, et on en manque clairement. Parce que des films comme Ex Machina, des films sensuels, élégants, qui amènent extrêmement bien leurs enjeux, qui développent magnifiquement leurs personnages, et bah ça me manque, personnellement. Sérieusement, regardez-le. Vient sans doute le film que j'aurais le plus de mal à défendre dans ce top, mais vous le savez, j'aime les défis. Numéro 5, Love de Gaspard Noé. Oui, j'aime Gaspard Noé et oui, j'ai aimé Love, parce que c'est un réalisateur qui ose aller au bout de ses idées, qu'on n'a rien à foutre de ce que les gens vont penser et qui sait très bien que ses films sont réservés à un public d'avertis, mais il crée par passion. Quand j'ai vu Love, j'ai juste vu le film d'un passionné, et rien que ça fait kiffer le film. Donc oui, j'ai aimé Love, mais pas qu'un peu, j'ai même adoré Love. Le film commence le 1er janvier alors que Murphy se réveille. Celui-ci a un message sur son téléphone, un message de la mère de son ex, Electra, par lequel il apprend que celle-ci a disparu. Et le film va constituer en un flashback mémoriel de la relation qu'ont entretenue les deux personnages. Love, c'est un récit charnel, à la fois doux et hypnotique, que je n'hésite pas à qualifier d'extrêmement bien raconté. Tout le film va en fait être constitué de souvenirs que le personnage a de sa relation. Une scène de discussion dans un restaurant, une dispute dans un taxi, une scène de masturbation mutuelle, un plan à trois, tout ça. Et là où la narration de Noé est brillante, c'est qu'il a parfaitement réussi à reconstruire tout le cheminement que fait notre esprit lorsqu'on se rappelle d'une époque passée. Et une fois que vous avez compris que le parti pris du film c'est ça, le propos coule de source. Love, c'est le rêve éveillé d'un personnage qui se souvient de tous les moments les plus forts, les plus durs, les plus charnels, les plus passionnés de sa relation avec une personne qui est aujourd'hui disparue. Et dans cette optique, le film fonctionne extrêmement bien. Love, c'est une transe cinématographique. La réalisation de Noé et ses choix de cadre sont juste magnifiques. La photographie de Benoît Deby est exceptionnelle. Love est à mon sens une réelle claque esthétique, magnifiquement sublimée par un choix de musique parfait. Je veux dire, j'ai aucune autre façon de le dire. Ça va du rock à l'électro, en passant par la musique classique, et c'est pour moi l'une des meilleures BO de cette année. Malheureusement, la musique n'est pas originale, puisqu'elle n'a pas été composée pour le film, et donc elle ne pourra pas recevoir le Dex de la meilleure musique. Love, c'est une expérience cinématographique que j'ai vécue intensément. C'est une réelle claque esthétique et musicale complètement enivrante. Et même si je suis parfaitement au courant que parfois certains acteurs cabotinent un peu et que le scénario a quelques petites faiblesses, j'ai vécu une telle expérience, un tel moment de bonheur de cinéma devant ce film que je ne pouvais juste pas ne pas le mettre à la 5e place de ce top. Et pour certains d'entre vous qui seraient des mauvaises langues et qui voudraient accuser Love en commentaire de n'être qu'un film porno sous prétexte qu'il y a des scènes de sexe explicites, posez-vous simplement la question: est-ce que vous avez déjà vu un porno aussi bien filmé? Numéro 4, Réalité de Quentin Dupieux. Écrire de l'absurde au cinéma, c'est quelque chose de bien plus difficile qu'il n'y paraît, parce que contrairement à ce que beaucoup de gens semblent penser, ça ne consiste pas à écrire des situations complètement débiles et à les raconter n'importe comment. Un film absurde, c'est un film à la narration étrange, éclatée, voire complètement obscure, qui distille des situations complètement débiles, complètement étranges, mais qui doivent être porteuses de sens sur le monde dans lequel on vit. C'est ça le but de l'absurde, et c'est tellement difficile qu'à mon sens, il n'y en a qu'un seul dans le monde, enfin en tout cas je n'en connais qu'un seul, qui parvient à ce niveau de qualité cinématographique, et c'est Quentin Dupieux. Quentin Dupieux, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, d'une part parce qu'il fait des films de qualité, mais surtout parce qu'il me prouve que lorsqu'on a du talent, on peut créer avec le budget cantine d'une élève de CP. Prenons l'un de ses premiers films, Rubber, moins d'1 million de budget, 2 Canon 5D et le mec te pond un super film. Et moi quand je vois ça, ça me stimule et ça me donne envie de créer, et il n'y a pas beaucoup de réalisateurs qui parviennent à ça. Les films de Dupieux, ce sont de réelles expériences narratives assez déroutantes au premier abord, et bien évidemment, Réalité ne fait pas exception à la règle.
Ce qui est absolument génial avec Réalité, contrairement à beaucoup d'autres films sur l'absurde, c'est un film qui, à mon sens, me semble totalement dénué de sens. Réalité, c'est un film qui dépeint l'absurde du quotidien d'une façon tellement directe et fantasmée que tu es juste complètement décontenancé devant le spectacle que tu es en train de voir. C'est un film qui est bourré de scènes absolument hilarantes et toutes ces scènes sont porteuses de sens sur l'absurdité du monde dans lequel on vit. Je retiendrai particulièrement la scène chez le producteur, complètement délirante et extrêmement drôle et bien écrite, qui, je pense, fait un peu office de thérapie pour Quentin Dupieux. Mais là où Réalité est le plus fou, c'est que c'est une véritable expérience d'écriture, étant donné qu'il pousse le concept de mise en abîme tellement loin qu'il le fait éclater sous la pression. Au premier abord, le film paraît complètement incompréhensible dans sa narration, sans pour autant que vous soyez perdu dans le déroulement de l'action. Les scènes se suivent et vous ne comprenez pas réellement où le réalisateur veut vous emmener, mais vous kiffez ça. Parce que Réalité, comme l'était Love, mais d'une façon un peu différente, c'est une transe cinématographique. C'est un monde où la réalité, la fiction et le rêve se confondent pour ne former qu'une simple bulle marron à l'esthétique complètement américaine dans laquelle déambulent les personnages, magnifiquement soulignés par la musique de Philip Glass, Music with Parts, qui sonne comme une espèce de petite berceuse industrielle à nos oreilles et qui nous plonge dans un véritable état de transe. Les plans de Dupieux sont très beaux, les acteurs sont parfaits, ce jeu dans la narration et dans la mise en abîme est tout simplement époustouflant et pousse encore plus loin les limites de l'art cinématographique. Une seule chose à vous dire, si vous voulez réellement vivre une expérience déroutante et être plongé dans une ambiance quasi indescriptible, je vous recommande vivement Réalité. Malgré le fait qu'au deuxième visionnage je n'avais plus la surprise de la découverte et que par conséquent j'ai trouvé le film un petit peu moins intéressant, je le recommande vivement parce qu'il est très clair à mes yeux que c'est l'un des très grands films de 2015. Nous y sommes, nous allons maintenant parler des 3 premiers films de ce top et je vous le dis tout de suite, ça a été extrêmement difficile d'obtenir un classement. Gardez donc en tête l'idée que le classement qui va suivre n'est pas fixe du tout et qu'il est tout à fait possible que demain, dans une semaine ou dans un an, je reconsidère celui que je viens d'établir et que je vous présente aujourd'hui. Numéro 3, Foxcatcher. C'est un film que je n'ai pas vu dans le top de beaucoup de critiques cette année et je comprends puisque c'est un film qui est difficile à appréhender, il faut aimer ce type de cinéma, mais putain, quel grand film! Foxcatcher, c'est un film qui dépeint la relation étrange et malsaine entre un milliardaire, John DuPont, passionné de lutte, et 2 ex-champions de lutte mondiaux, Mark et Dave Schultz. Même si c'est une histoire vraie, je fais l'effort de ne pas vous spoiler la conclusion de cette tragédie, oui je dis bien une tragédie, parce que vraiment ça vaut le coup que vous regardiez le film. Foxcatcher, c'est un film qui est réalisé une nouvelle fois avec une élégance glaciale, et à mon sens, même si ça peut rebuter beaucoup de spectateurs, l'académisme du film est certainement ce qui fait sa plus grande force. Foxcatcher est porté par une photographie grisâtre et complètement désaturée qui vous donnera la sensation de vivre un doux rêve brumeux, mais c'est également un film véritablement obsédant qui dépeint avec un soin chirurgical l'une des plus grandes tragédies humaines du XXe siècle. Pour tout vous dire, après avoir vu le film, j'ai cherché des tas d'infos sur le sujet, j'ai lu des tas d'interviews de personnes qui avaient été impliquées dans cette histoire, et même si le film n'est pas 100% fidèle à la réalité, du moins d'après les dires des gens dont j'ai lu l'interview, sérieusement, quel film, quelle histoire, quelle tragédie d'une intensité quasi antique. Foxcatcher, c'est un film d'une complexité scénaristique et thématique complètement dingue. C'est à la fois une fable sociale sur les valeurs de l'Amérique des années 80 portée par ses plus grandes familles, ici la famille DuPont, et les rêves de ses membres, mais c'est également une analyse subtile des conflits familiaux dépeignant avec un talent incroyable la relation qui unit les 2 frères entre jalousie, rancœur passée et amour fraternel. Mais surtout, plus que tout cela, c'est un tableau réellement brillant sur les ravages provoqués par l'ambition. C'est un film qui, à mon sens, est doté d'une écriture réellement exceptionnelle. Et c'est pour ça que, même si je ne l'ai pas vu dans le top de beaucoup de monde, et même si c'est très compliqué de rentrer dans un film aussi académique, aussi froid, où tout n'est que travelling, lent, panoramique en steadicam, putain mais Foxcatcher, c'est un grand film. Je n'oserais pas dire dans cette vidéo que c'est un chef-d'œuvre, mais sérieusement, je suis pas loin de le penser. Les acteurs sont absolument incroyables, on a souligné la performance de Steve Carell, mais même Channing Tatum et même Mark Ruffalo, ils sont du même niveau à mes yeux. Ajoutons à cela le fait que la caméra est toujours là où il faut et que le film est magnifiquement filmé, toutes les techniques de réalisation y passent, travelling, plan fixe, steadicam, caméra à l'épaule, ce film est une merveille de réalisation. Si vous aimez ce type de cinéma, ayez le courage de vous plonger dans cette expérience absolument tragique et vivez ce film à l'ambiance éthérée, douce et incroyablement oppressante. Foxcatcher, je sais qu'il n'est que 3e, mais j'ai vraiment hésité à le mettre en premier. Putain, quel film!
Et dire qu'après tout ça, nous n'étions qu'au numéro 3, numéro 2, Mad Max Fury Road. Il n'y a aucune raison de faire preuve d'originalité dans cette vidéo, j'ai surkiffé Mad Max Fury Road comme tout le monde. Mais là où je vais essayer de me démarquer, c'est que je ne vais pas vous vanter la mise en scène de George Miller, la réalisation extrêmement efficace, le soin incroyable apporté à la direction artistique ou encore la musique extrêmement immersive qui donne à ce Mad Max Fury Road des allures délicieuses d'opéra punk rock. Non, je vais plutôt tâcher de défendre ce que je considère comme l'un des scénarios les plus forts de cette année et qui a à mon sens bien trop été attaqué injustement par bon nombre de spectateurs. Et malheureusement pour faire ça, je me vois dans l'obligation de vous spoiler comme un gros bâtard. Et il me semble évident de commencer en vous donnant raison. C'est vrai que le scénario de Mad Max Fury Road tient sur un post-it. Ce sont des personnages qui vont d'un point A à un point B. Ça s'appelle un road movie. Road pour route, c'est pas moi qui fais les noms. Mais à mon sens, du moins c'est la lecture que je fais de ce film, Mad Max est un film extrêmement fort, extrêmement puissant, aux enjeux assez exceptionnels pour un film de divertissement, qui est avant tout basé sur ses thématiques. Dans ma vidéo de l'époque, j'avais dit que Mad Max Fury Road était à mon sens une véritable tragédie antique, et pas mal d'entre vous s'étaient moqués de moi devant l'analyse que je mettais sur ce film. Qu'est-ce qu'une tragédie? Une tragédie, ce sont des personnages qui se battent corps et âme contre un destin auquel ils ne pourront jamais échapper. Dans Mad Max Fury Road, le fatum, c'est le désert. Le monde même de Mad Max est un univers extrêmement oppressant, duquel les personnages savent qu'ils ne réchapperont jamais. Et c'est pour ça qu'à mon sens, les Mad Max sont des films extrêmement forts, puisqu'il n'y a même pas besoin de raconter une réelle histoire. Le simple univers du film suffit à porter des thématiques extrêmement fortes. Ces personnages qui se rebellent contre la cruauté d'une humanité déshumanisée et qui fuient à travers le désert, à travers leur destin, à travers quelque chose auquel ils ne pourront pas échapper, sans cesse poursuivis par des monstres qui veulent les torturer et les déshumaniser encore plus que l'univers du film ne l'a fait. Déjà, rien que ça, c'est extrêmement fort. Pas besoin de mots, pas besoin de dialogue, pas besoin de scénario, tout cela on le comprend et on le ressent par la mise en scène, par les décors et par la musique. Mais là où le film est encore plus fort, c'est que cette quête pour échapper à leur destin, à leur existence sordide, eh bien leur seul échappatoire, la seule idée qui leur vient en tête, c'est de partir en quête d'un paradis perdu. Le paradis perdu, c'est un MacGuffin, c'est-à-dire le truc qu'on doit atteindre dans un film. Et là où c'est très fort et très triste à la fois, c'est que le paradis perdu, c'est l'utopie qu'on ne pourra jamais atteindre. On a des personnages qui ont fui la torture, qui ont fui l'atrocité au sein d'un monde qui aura raison d'eux, et ils le savent, mais pourtant ils décident de se battre et de partir en quête d'une utopie rêvée qui n'existe pas. Et cette quête est à la fois tellement forte et tellement tragique que je suis à deux doigts de chialer devant le film. De là à dire que Mad Max Fury Road est une réadaptation d'un texte comme Phèdre, mais avec des bagnoles et des flingues, pour moi il n'y a qu'un pas à franchir. Ajoutons à ça que le film est découpé en 5 actes, le prologue, le canyon, l'errance, le désespoir et la vengeance. Le prologue, qui constitue en gros l'ensemble des scènes qui se passent avant que Furiosa n'arrive au canyon. Le canyon lui-même, qui constitue en gros la plus grosse scène d'action du film. L'errance, c'est-à-dire la partie où les personnages veulent arriver à la Terre Verte. Le désespoir, c'est-à-dire le moment où les personnages arrivent à la Terre Verte et se rendent compte que celle-ci n'existe pas. Et la vengeance, la marche arrière. Et c'est pour ça que je n'hésite pas à dire que ce film a des scènes d'une intensité poétique absolument dingue. Je pense notamment à 2 scènes en particulier. Cette simple scène où les personnages sont poursuivis dans le canyon et qu'ils décident de descendre le chasse-bétail pour fendre le désert. Par le simple désir de cadrer ce chasse-bétail, George Miller nous fait comprendre que les personnages sont prêts à tout et sont prêts à mourir pour échapper à leur existence. Et enfin, ce que je considère comme la plus belle scène du film, à savoir la scène où Furiosa tombe à genoux dans le désert après s'être rendu compte que la Terre Verte n'existait pas et hurle son désespoir au milieu de cet univers qui ne fait que la torturer humainement et physiquement. Mad Max Fury Road, c'est un grand film. C'est l'un des meilleurs films d'action qu'on a eu depuis ces 30 dernières années, mais c'est surtout un film aux thématiques extrêmement fortes, aux personnages très bien écrits et au scénario tellement tragique qu'il en devient beau. Je sais qu'il y a plein de gens qui vont me mettre dans les commentaires « Non, mais tu surintellectualises, faut pas chercher ce sens dans un film comme ça. » Mais si, parce que George Miller, c'est un grand metteur en scène, c'est quelqu'un qui a du talent. Et quand on voit qu'il y a 4 scénaristes pour écrire ce film, vous pensez pas qu'ils ont quand même été 4 pour écrire juste une course-poursuite? Et une fois que vous aurez fait cette démarche, il y a plein de films que vous considériez comme pas terribles ou au scénario assez basique, et puis vous allez les revoir et vous allez dire « Putain, en fait ce film était fou. » Comme Gravity par exemple.
Et c'est aussi ça une chaîne de cinéma, c'est partager ma passion avec vous, c'est aussi vous montrer que des fois dans les films je vois des choses et que je trouve que ces choses sont bonnes, donc que ça vaut le coup d'en parler. Et si je peux faire en sorte que vous les voyez aussi, c'est tout bénef pour moi. Voilà, Mad Max Fury Road, ça a été difficile de le mettre seulement en seconde place de ce classement, mais le premier, il était vraiment trop excellent. Donc sans grande surprise, numéro 1 de mes films préférés de 2015, Birdman de Alejandro González Iñárritu. Birdman, c'est un film dont je suis fan et il est clair que je ne vais pas être 100% objectif lorsque je vais vous en parler. Reste que le film a des qualités indéniables. Tout d'abord sa photographie, que personnellement je trouve absolument magnifique, le jeu de ses acteurs qui est tout simplement époustouflant, mais surtout le travail de dingue réalisé par Iñárritu qui n'a pas une seule seconde volé son Oscar du meilleur réalisateur. Déjà pour le simple parti pris de tourner son film en un seul faux plan séquence qui est un bordel monstre à organiser, mais surtout parce qu'il est parvenu, et je pense que c'est là sans doute sa plus grande réussite, à faire de la mise en scène tout en tournant en plan séquence. Et ça, c'est la marque des grands. Je veux dire, dans ce film, il y a une idée par plan, et la principale sur laquelle je veux vraiment m'attarder, c'est toutes les idées qui concernent la lumière de Birdman. Parce que tourner en plan séquence pose un problème de taille. Comment faire de la mise en scène? Et Iñárritu a trouvé la solution en jouant avec la lumière de ses scènes. Dans ce film, chaque dominante de couleur est porteuse de sens. Toutes les scènes, pour avoir une portée évocatrice, sont pensées en fonction de la lumière. Et ça, c'est juste purement magnifique. Mais plus que pour les qualités que je viens de l'évoquer ou pour son histoire que je trouve personnellement extrêmement bien écrite et ses personnages extrêmement bien développés, Birdman c'est avant tout un film dont je suis forcément fan parce que c'est une œuvre qui a tout pour me plaire. Je vais passer rapidement dessus, mais on va commencer par ça. Le plan séquence, c'est mon péché mignon de cinéma. J'adore l'idée du plan séquence parce que c'est difficile à réaliser et que ça apporte de la fluidité et de l'intensité à la scène. Ne me demandez pas pourquoi, j'adore le plan séquence et Birdman est un film bourré de plans séquences, donc forcément, d'un point de vue de la réalisation, j'adore. Mais c'est surtout le scénario du film en lui-même qui me touche, parce que le récit de cet ancien acteur qui veut à tout prix retrouver sa gloire passée, c'est juste beau et puissant. Birdman, c'est le récit d'un personnage qui se bat pour ne pas être oublié dans un monde qui l'a rendu complètement obsolète. Et si, une fois dans votre vie, vous avez désiré porter un projet, vous avez espéré que les gens croient en vous, vous allez vous reconnaître dans le parcours de ce personnage et dans son combat pour réaliser ses rêves. Je veux dire, la thématique du personnage qui veut simplement être aimé et être reconnu, c'est quelque chose de très courant. C'est une émotion qui est partagée par à peu près tout le monde. Mais c'est tellement beau, c'est tellement fort, c'est tellement quelque chose que le public peut comprendre que émotionnellement, Birdman est un film que je trouve extrêmement intense. Ah, et puis c'est vrai, j'adore le théâtre. J'adore toute cette ambiance, j'adore les engueulades entre acteurs, j'adore le fait de devoir préparer le plateau, de réfléchir à la mise en scène, d'apprendre son texte, etc. Le monde du théâtre et le monde du show business en général, c'est un univers qui me passionne et Birdman le transcrit tellement bien que je suis encore une fois fan de cet élément du film. Vous l'aurez donc compris, pour moi Birdman est un grand film. D'une part parce que c'est un film extrêmement bien écrit et réalisé, qui a un propos extrêmement intéressant sur la place de l'ancien dans un monde nouveau qui cherche à tout prix à oublier ce qui a fait sa gloire passée, mais surtout parce que c'est un film qui me parle personnellement, qui me touche, et vraiment, si j'avais une expérience à vous faire partager, ce serait celle-là. Et même si bien évidemment le film est loin d'être sans défaut, je suis tellement fan de ce qui est développé, de ce qui est raconté, de la façon dont c'est raconté, que je ne peux qu'adorer Birdman et que à chaque fois que je le regarde, je ressens cette boule au ventre qui me fait dire que putain, je suis en train de regarder un vrai grand film. C'est beau, c'est touchant, c'est poétique, c'est à la fois simple et extrêmement fort, c'est vraiment très très bien réalisé. Birdman, c'est à mes yeux le meilleur film de 2015. Je vous remercie d'avoir regardé ce top 7 des meilleurs films de 2015, j'espère qu'il vous a plu. Je vous invite une nouvelle fois à laisser votre propre top en commentaire, et je vous dis à plus pour de prochaines critiques. Ciao tout le monde!